Bonsoir à tous et bienvenue sur Equinox Soir. Quelques jours déjà que l'information circulait dans le secret des rédactions, le président de la République a finalement saisi le président de l'Assemblée nationale pour la prorogation du mandat des conseillers municipaux et des députés. Si la nouvelle expression parle d'une simple formalité, il est à noter qu'il s'agit tout de même de 5 mois pour les conseillers municipaux et de près de 2 pour les députés, de quoi les conduire progressivement vers les élections couplées de janvier 2020, comme l'a mentionné le messager de ce jour. Législative et municipale, enjeux et opportunités d'une nouvelle prorogation. Mesdames et messieurs, c'est le fait du jour. Législative et municipale, enjeux et opportunités d'une nouvelle prorogation. Eh bien, on en parle ce soir et pour revenir sur ces sujets de façon à les rendre accessibles à tous, un panel largement fourni ce soir pour répondre au nom du RDPC. Nous avons invité Jacques Bimaille et il a tenu à répondre présent. Bonsoir à vous, Jacques Bimaille, et bienvenue. Bonsoir Kate, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV et bien sûr aussi un salut fraternel à mes copanélistes. Alors juste en face de vous, nous avons Philippe Gérard Cuissu. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'AFP. Vous êtes notamment le président du C4R, entendez par là Comité de résistance pour la revendication, la récupération de la victoire volée. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kate, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux panélistes. C'est un plaisir de répondre à votre invitation. Alors on vous a toujours connu au sein de la société civile. Qu'est-ce qui explique cette transition dans la politique? Oui, en fait, je suis à la base de politique, mais vous savez, en politique, il y a une discipline de parti, il faut respecter certaines lignes, et je me suis un peu décalé dans la société civile où j'ai une liberté de mouvement, où j'ai pu agir dans diverses associations, j'ai pu mener plusieurs actions, que ce soit humanitaire ou sociale, et je me sens plus à l'aise, et finalement, je suis un peu entre les deux, et ça marche mieux. Ça tombe bien parce que ce soir, justement, vous allez tout dire sans langue de bois, vous allez tout décrypter pour le grand plaisir des téléspectateurs et des followers. Oui, tout à fait. Nous avons également invité sur ce plateau le vice-président de l'UDC, Cyril Sambaka. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kate, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV ainsi qu'aux copanélistes. Le MRC est également représenté sur le plateau ce soir par Roland Diou, avocat et militant. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kedia, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et c'est un honneur pour moi d'être entouré de panélistes d'un niveau aussi relevé et j'espère qu'ensemble nous serons à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs fidèles. Alors, on supputait là-dessus depuis de nombreuses semaines déjà dans le secret des rédactions, dans le secret des partis politiques également. Le président de la République s'est finalement adressé au président de l'Assemblée nationale hier par 2 lettres. On parle donc d'une prorogation de mandat pour jusqu'à 2020. Jacques Bimaille, comment comprendre cela? Non, je crois que le communiqué qu'on a lu dans la presse, parce que pour le moment, l'Assemblée n'a pas encore statué là-dessus. Et statue dessus demain. On a pris acte de ça, mais je crois quand même qu'il y a des enjeux. Nous avons des institutions qui doivent fonctionner. Oui. Nous avons un gouvernement qui doit travailler. Malgré la crise, ou bien les crises qui secouent notre pays, le gouvernement doit fonctionner. Il y a bientôt un budget qu'on doit préparer. Je crois qu'il y a tout ceci, et puis avec le contexte, mais la raison principale, c'est le fonctionnement de nos institutions qui doit continuer. D'accord. Y aurait-il un lien entre cette prorogation et l'attaque à la bombe qu'on a pu enregistrer ce samedi, non loin de Youmedjok, dans le sud-ouest? Non, je crois que non. Mais ce qui est sûr, vous savez, le chef de l'État est à l'écoute de son peuple. Le chef de l'État, il sait ce qui se passe. Et même s'il a laissé entendre, je dirais, une raison principale,
Mais il y en a d'autres. Ça, on le sait. Il faut préparer des élections dans la sérénité et dans la paix. Et je crois qu'il a annoncé un dialogue. C'est une chance. Il a tendu la main. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous attendons, les élections, ça doit être une cause nationale. Nous devons nous donner tous la main. La présidentielle est derrière nous. On a eu un président qui a été élu. On a un gouvernement en place. C'est vrai, s'il y a des choses sur lesquelles nous devons apprendre, nous devons le faire pour améliorer le fonctionnement de nos institutions. Mais ceci doit se passer dans un cadre de dialogue et de paix. Très bien. C'est surtout une prorogation qui intervient quelques jours seulement après l'ordonnance portant modification de la loi des finances 2019, ordonnance qui ajoutait notamment 30 milliards de francs CFA sur les 50 autres qui avaient déjà été prévus pour ces élections-là. Maître Roland Diorou, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement. On a l'impression d'avancer à reculons. Si je savais ce qui se passe au gouvernement, honnêtement, je crois que je serais beaucoup plus avancé que cela. Et donc, par conséquent, je constate avec vous qu'il y a une sorte de, je vais emprunter votre expression, de tâtonnement gouvernemental, tout au moins. Vous avez un gouvernement qui annonce, lorsqu'il prépare la loi des finances en fin d'année dernière, pour l'exercice en cours, qu'il veut 50 milliards pour organiser les élections municipales et législatives à cette époque-là. Entre-temps, il y a une intervention d'un nouveau contexte, celui des régionales, parce que l'architecture juridique se complète en mars dernier. Et on demande, ou alors le président de la République, vous savez notre position sur la question, le président de la République que nous considérons comme illégitime, décide d'ajouter 30 milliards sur les 50 milliards. On peut se dire que c'est pour le surplus d'élections qu'il y a, à savoir les régionales, parce qu'on se dit que ces régionales auront aussi lieu en 2019. Mais rebelote, en juin, on nous annonce comme ça que probablement les élections municipales et législatives n'auront plus lieu, en tout cas plus en 2019, parce que quand vous regardez la prorogation qui est intervenue, si les élections ont lieu cette année, ce sera au meilleur des cas en décembre. Alors, quand même, on ajoute, on ne tient pas compte de ce qu'on a déjà ajouté, une rallonge budgétaire pour des élections qui risquent de ne pas avoir lieu. On se pose donc bien la question de savoir où va aller cet argent. Est-ce qu'on va reporter ça sur l'exercice suivant, quand on sait qu'il y a le principe de la spécialité, etc., etc. Donc, vous voyez, on est dans un système où on n'a pas envie, quand on est du côté du gouvernement, d'être lisible sur la marche des affaires de la République. Mais au-delà de cela, nous observons bien que cette prorogation, si elle obéit à la logique de créer des conditions pour qu'on aille vers des élections dans un cadre serein, il faut le saluer. Sauf que la raison pour laquelle on a prorogé ou on a demandé que cette prorogation ait lieu, me semble-t-il, n'est pas de nature à nous laisser plutôt enthousiastes. On fait croire qu'il s'agit d'une prorogation dont le but est de s'assurer que les institutions fonctionneront normalement, notamment à la période de la préparation du budget. C'est-à-dire qu'on reconnaît peut-être que le Cameroun ne fonctionne pas très bien et qu'on risque de ne pas vraiment réussir à faire le budget d'ici novembre, au point où il faut décaler les élections pour faire le budget. Et toutes ces choses-là nous donnent le sentiment qu'on est en train de tâtonner beaucoup au niveau du gouvernement, et peut-être que cela est dû au fait que leur illégitimité les rattrape du fait de toutes les actions qui sont menées sur le champ politique, sur le champ social, par tous les acteurs du changement, pour qu'effectivement, ce gouvernement puisse savoir que désormais les Camerounais n'accepteront plus l'esbrouf, notamment l'esbrouf politique. D'accord. Il faut dire, Cyril Sambaka, que pour vous, cette prorogation tombe à pic. Vous faites partie des hommes politiques qui ont précisé dans de différentes sorties qu'on ne pouvait pas organiser des élections dans le contexte pareil. Peut-on dire que le président de la République vous a finalement écouté?
Je dois dire qu'à mon analyse, le président de la République est sorti vainqueur d'une bataille interne. Parce que si vous regardez bien comment notre pays marche, le gouvernement est complètement fragmenté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pour la paix et il y a d'autres qui sont contre la paix. Et je pense que dans le cas actuel, si on a une bonne lisibilité des choses, on doit pouvoir se dire qu'il y a eu tellement de problèmes dans ce pays, et notamment lors des élections, que nous ne gagnerons rien à ne pas nous asseoir pour mettre en place quelque chose de consensuel. Et je pense que de ce point de vue, dans ce gouvernement, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas qu'on en arrive là, ils voulaient un passage en force. Parce que nous avons écouté, même sur certains plateaux de télévision, des gens du parti au pouvoir en train de dire qu'on attend les élections, c'est les élections qui vont tout déterminer. Or, je pense que la situation du Cameroun nous montre à suffisance qu'il est temps que nous puissions nous mettre ensemble pour bâtir ce nouveau Cameroun dont tout le monde a besoin, où il y a la transparence, où il y a l'équité et où la récréation est terminée, parce que c'était très facile d'être au pouvoir et puis de bénéficier de la force du pouvoir pour faire n'importe quoi. Or, au jour d'aujourd'hui, si le président a prorogé, j'en connais à l'intérieur du gouvernement qui sont malades. Et nous pensons que ce qui est important aujourd'hui, c'est de préparer le Cameroun qui sera pour nous tous, parce que nous le ferons par nous tous. Vous parlez de personnes qui pourraient être mal à l'aise du fait de cette prorogation. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Nous avons vu tout au long des 3 dernières années de crise dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, un gouvernement qui se contredit. Nous avons vu la dernière, c'était le Premier ministre qui est parti apaiser. Et je pense que ça a donné un petit soulagement à tous les Camerounais. Mais quelques jours après, c'est le ministre de l'administration territoriale qui est monté au créneau pour dire que nous n'avons pas bien compris ce que le Premier ministre a dit. Et quelques jours après, suite, n'est-ce pas, à la déclaration de son homologue français, le ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, est monté au créneau en convoquant tous les ambassadeurs pour leur dire que le Cameroun, c'est un pays souverain. Donc je pense que tout cela n'est pas de nature à la sérénité, et on comprend parfaitement qu'il y a de positionnement, il y a des gens qui utilisent l'égoïsme pour continuer à se maintenir au pouvoir pendant que le Cameroun a besoin de se réconcilier. D'accord. Philippe Cussu, pour justifier cette prorogation, cette nouvelle prorogation, il se laisse dire au sein du gouvernement, comme l'a relayé d'ailleurs le messager de ce jour, je cite, de donner du temps aux députés en exercice, de voter la loi de finances 2020. C'est une explication qui tient la route pour vous? Non, pour moi, ça ne tient pas la route. Moi, je pense que c'est plus factuel que ça. Vous savez, en organisant les élections dans le contexte actuel, de facto, on organise la partition du pays. Il est clair qu'il y a des zones anglophones où on n'a pas accès. Et puis, il y a des zones à l'extrême nord où on n'a pas accès, où du moins on ne peut pas organiser sereinement une élection. Et il y a des poches à l'est et dans la Damawa. Donc, aucun gouvernement sérieux ne peut organiser des élections dans un contexte parce que ce sera entaché d'une irrégularité et du moins, ce ne sera pas une élection normale. Il y aura des coins qui n'auront pas de véritables conseils municipaux de députés. Le deuxième élément, c'est que le contexte international ne s'y prête pas. On a vu l'Union européenne demander d'organiser un code électoral. Il y a l'Union africaine qui attend les requêtes du MRC. Le Cameroun est sous les projecteurs. Il ne peut pas, avec ce conseil constitutionnel, comment je peux dire, décrier avec l'organisme des élections, décrier, organiser des élections, vraiment, ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'il n'avait pas le choix de faire autrement. Et je peux même risquer de dire qu'on court vers une deuxième prolongation après, parce que je ne voyais pas comment on va faire une élection dans un contexte pareil. Et puis, il faut souligner que l'opposition a le vent en poupe. Donc, il y a des coins, des villes, des zones qui sont complètement parties, qui ne sont plus de possession du parti au pouvoir. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit une volonté de vouloir bien faire. Tout le monde sait quand est-ce qu'il y a bien les sessions parlementaires. C'est une analyse fou de dire que c'est pour que les sessions fonctionnent bien. Non, ils étaient obligés. Les anglophones je peux dire qu'ils ont marqué un point. Il y a des coins, le Premier ministre ne peut pas aller chez lui. Peut-être les gens ne savent pas. Le Premier ministre ne peut pas aller chez lui parce qu'il n'a pas accès.
Et comment dans son contexte pareil, d'ailleurs on l'a vu au sénatorial, il y a des élections qui avaient été délocalisées. Et les sénatoriales, ce n'est pas des élections populaires, c'est 2-3 personnes. Donc je ne vois pas comment on peut organiser des élections municipales, législatives, dans certains cas de Cameroun. Donc ne serait-ce que pour cela, il a donné de grands mots aux observateurs, à l'opposition et à la communauté internationale de dire voilà, tu as fait des élections, il y a tel département qui n'ont pas pu avoir des élections, et de ce fait, il y a un problème. Le troisième problème, c'est que la présidentielle, M. Bima a dit que la présidentielle est vidée. Elle n'est pas vidée. Il y a 250 détenus en prison, on en a encore ajouté une trentaine le 1er juin dernier. J'en ai visité certains ce matin. Il faut bien dire ce qu'on en fait, il faut les juger. Ils font qu'on le veuille ou pas, une certaine pression au gouvernement. Parce que les gens pourront vous dire, vous ne pouvez pas organiser des élections pendant que les gens sont en prison. S'ils ont commis des infractions à la loi, jugez-les, condamnez-les. S'ils n'ont pas commis, libérez-les. Donc, vraiment, de mon point de vue, c'est le début de c'est la chute qui est en train le chassement, comme on dit, qui est en train de se dérouler. D'accord. Voilà. Jacques Bimaï, non, je voudrais dire quelque chose. Je m'apprêtais justement à vous. Oui, parce que j'entends parler d'une nouvelle prorogation, il faut l'oublier. Il y a la loi. Mais non, laissez-moi parler. Laissez-moi pas évoquer un pays. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous savez, il faut être gentleman. Allez-y, Jacques Bimaï. Il ne faut pas... on ne va pas se battre ici. Ouais, c'est un combat d'idées. Vous savez, je suis un peu gêné parce que j'ai l'impression que certaines politiques ne comprennent pas pourquoi nous faisons de la politique. Aujourd'hui, il y a une vérité, il faut que nous le sachions tous, parce que j'ai lancé un mot tout à l'heure, la cause nationale. La paix doit être notre cause nationale. La loi, là maintenant, le chef de l'État a compris beaucoup de choses, et il est à la limite là. Il faut que les élections se tiennent en début 2020. C'est ce que dit la loi. Il faut donc que, je pense que les Camerounais comprennent que dans un pays, on a ce qu'on appelle en économie le risque pays, le risque politique. Dans un pays où il y a des conflits sociopolitiques, dans un pays où il y a des gens qui ne respectent pas des institutions, qui pleurnichent tout le temps pour contester une élection qui est déjà passée, comme j'entends là maintenant, c'est un risque. Donc, tout ce qu'il y a comme investissement pour notre pays est bloqué. Vous voyez, aujourd'hui, pour faire des transferts en devises, ce n'est pas du tout évident. Donc, tous ceux qui font de la politique, et la vraie politique, doivent soutenir le chef de l'État sur ce qu'il a dit. J'entends, vous savez, nous aimons trop ici... j'ai l'impression que les politiques s'amusent. La politique n'est pas un jeu, c'est pas un ring de boxe. Ça suffit comme ça. Le chef de l'État a parlé à travers le Premier ministre. Nous sommes dans un pays démocratique. Certains ministres peuvent donner leur point de vue, mais ce qui est important, c'est le message du chef de l'État. Et c'est le message qui est important pour nous, où j'ai dit, donnons-nous la main pour construire. Il a dit, on ne peut pas construire avec des gens qui ne sont que là tout le temps pour provoquer, pour contester. Le risque politique étant assez élevé, il est temps de saisir cette chance, que je peux dire, d'ici le mois de février, dans l'humilité, dans le respect mutuel, pour l'intérêt supérieur de notre pays, que nous nous donnions la main. Ce qu'il faut améliorer, il faudrait l'améliorer pour le fonctionnement de nos institutions. La décentralisation qu'on aimerait mettre en place, s'il y a des idées, comment la parfaire, comment parfaire le processus, bien sûr, c'est bienvenu. Vraiment, laissons des histoires de présidents illégitimes, de ceci, de hold-up électoral. Non, vous savez, le pays n'a plus besoin de ça. Il faut dire, le peuple attend beaucoup de nous. C'est pour ça que j'ai dit, faisons de la paix
une cause nationale. Monsieur Bimaï, dans ce même peuple, il faut des fois également accepter le fait que tout le monde ne soit pas d'accord. Et c'est pour ça même que certains partis politiques, à l'instar du MRC, de l'AFP ou alors de l'UDC, sont dans l'opposition. De toutes les façons, une fois que vous avez dit ça, est-ce qu'on peut ensemble évaluer l'incidence que peut avoir cette nouvelle prorogation sur la gestion des crises au Cameroun, notamment la crise anglophone? Non, bien sûr, on a dit que le contexte actuel est très difficile. Je viens d'expliquer, faire des élections dans le cadre actuel veut dire augmenter davantage, parce qu'on a atteint le pic du risque politique. C'est un homme d'affaires, c'est un manager qui parle. Du risque pays. D'accord, le risque pays, c'est ce qu'on appelle le risque politique. Donc j'ai dit qu'il est de notre responsabilité, dans l'humilité, et vraiment pour l'amour de notre pays, de nous donner la main. Le chef de l'État a dit qu'il y aura dialogue. Je pense qu'il faut se préparer pour ce dialogue et cesser des marches maintenant qui continuent par exemple à augmenter. Je dis bien, ça fait partie de la démocratie. Mais à un certain moment, il faut de la retenue. Nous sommes allés tous très loin. Aujourd'hui, nous devons nous parler. Donnons-nous la main. Et au cours donc du temps que va durer cette prorogation, qu'est-ce qui est envisagé au sein du gouvernement pour essayer de calmer les tensions? Non, vous savez, nous avons un président de la République qui a été élu. Il a envoyé un premier ministre sur le terrain. Il a eu un rapport. Attendons ce qu'il va nous dire. Il va nous parler le moment venu. Ce pays est quand même gouverné. Il y a un chef de l'État qui a été élu. Et moi, je suis convaincu que ce pays a une chance aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord que nous avons besoin des institutions fortes pour construire ce pays. Nous devons apprendre de nos erreurs du passé pour améliorer nos institutions. Mais on n'a pas besoin de pour ça, on n'a pas besoin de penser qu'on peut construire sur les ruines. D'accord. Ça se fait comme ça. Donnons-nous la main, ne cherchons pas à voir qui a tort, qui a raison. Aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de cause nationale. D'accord. La paix est une cause nationale. Tous les politiques doivent se donner la main. Et la main tendue du président, je crois, nous devons tous être des émissaires du chef de l'État pour la paix. D'accord. Roland Diorou, ça se voit que vous brûlez d'envie de répondre à Jacques Bimaï. Je vous repose d'ailleurs la même question. On parle de prorogation, ça laisse donc suffisamment de temps pour gérer ou alors pour commencer à gérer à peu près toutes les crises qui paralysent finalement le Cameroun. Par quoi est-ce qu'on devrait commencer? Est-ce que vous avez même d'ailleurs en vous l'espoir qu'on puisse commencer à mettre sur pied un dialogue véritablement inclusif? Si j'avais une remarque à faire du point de vue de la communication du RDPC, j'allais dire qu'ils ont bien choisi leurs représentants ce soir parce que quelque part il y a de l'émotionnel dans ce qu'il a dit et on peut le croire quand il parle. Lui, M. Bimaï, on peut le croire. Malheureusement, ce n'est pas la figure qu'on voit souvent quand il s'agit précisément de ce gouvernement illégitime. Et ce gouvernement n'a pas une figure qui peut laisser avoir de l'espoir pour la simple et bonne raison, et je parle sous le contrôle de ceux qui sont mes aînés sur ce plateau du point de vue de la pratique politique. Ils savent, ils ont des exemples à l'appel de tentatives échouées dans le passé où on a fait semblant, comme on fait semblant manifestement encore maintenant. M. Bimaï tout à l'heure a évoqué des termes que je lui emprunte volontiers. Cause nationale. Je veux bien, M. Bimaï. Si nous sommes dans cette situation où vous appelez à ce que nous nous mettions ensemble sur la cause nationale, alors, pensez-vous que cela peut se faire sans qu'on ne se dise la vérité? Pensez-vous que cela peut se faire sans qu'on ne se regarde dans les yeux et qu'on se dise qu'est-ce qui n'a pas marché, M. Bimaï? Je crois que la première étape de la guérison, c'est la confession. Lorsque vous allez à l'hôpital, si vous ne dites pas à votre médecin où est-ce que vous avez mal, il ne peut pas vous soigner. Bon médecin fût-il qu'il soit. Nous avons donc un problème au Cameroun. M. Bimaï est d'accord avec nous pour faire le constat selon lequel il invoque des notions qui me parlent. Quand vous parlez de risque pays, M. Bimaï, ça veut précisément dire que nous sommes dans un pays qui ne fait pas confiance, ou qui n'inspire pas confiance. Et la confiance,
que les investisseurs recherchent, je ne vous l'enseigne pas, vous le savez, c'est surtout à travers deux choses, ce qu'on appelle la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. C'est quoi en termes simples? Est-ce que dans ce pays-là, si le droit dit que vous avez raison, vous aurez raison, in fine? Voilà résumé la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. On ne parle pas là des nationaux, on parle là de l'investisseur qui voit ce Cameroun-là de loin et qui se pose la question, si j'investis mon argent dans le Cameroun, est-ce que, ayant fait mes calculs, ayant pris la peine de m'assurer que le droit est de mon côté en amont, j'aurais effectivement raison si jamais, une fois sur le terrain, il se pose par exemple un contentieux? Personne ne peut répondre à cette question sereinement, surtout lorsqu'on voit les images du contentieux électoral, où il y a eu manifestement des dénis de justice. Et vous voulez dire à ces investisseurs-là, pas ouais merci, parce que quand vous dites que l'élection est derrière nous, vous dites à ces investisseurs-là, nous sommes dans un pays où si vous investissez, la justice peut ne pas être juste, mais quand ce sera fait, passez dessus, ce sera derrière nous, pas la peine de revenir dessus, pas la peine de vous plaindre. Alors quand vous dites ça, sachez qu'aucun investisseur, peu importe les courbettes et les yeux doux que vous lui ferez, ne viendra. Et donc il faut qu'on s'asseye et qu'on se dise la vérité. Or, le gouvernement, au lieu de reconnaître cette vérité à elle-même, prétend qu'elle proroge les élections législatives et municipales pour le bon fonctionnement des institutions. Il se ment à lui-même, ce gouvernement. Et il veut entraîner le peuple camerounais dans son propre mensonge. Si le problème c'est faire fonctionner les institutions, cet argument me semble-t-il est totalement inopérant. Les institutions peuvent fonctionner. D'ailleurs, si les élections devaient avoir lieu en respectant le calendrier, ce serait en octobre. Il n'y a rien de plus légitime que d'avoir une nouvelle assemblée qui, issue du suffrage frais, tout frais là, pour discuter de ce qu'on va dépenser dans ce pays en novembre. Parce que si on fait les élections en octobre, on a une session de plein droit, et en novembre, on peut discuter du budget avec une assemblée neuve. Et donc, si on voulait résoudre, par exemple, le problème du cadre électoral, on est en juin, M. Bimaï, on est en pleine session ordinaire. D'ailleurs, rien n'a empêché qu'on fasse une session extraordinaire, peut-être en mai, peut-être en avril, peut-être en juillet. Rien ne l'empêche. Orlandio, pour vous relancer, est-ce que ce n'est pas déjà un début de quelque chose? Alors, vous avez demandé à ce que les élections au sein de l'opposition, pas que le MRC, beaucoup de membres de partis politiques de l'opposition ont demandé à ce que les élections soient reportées. Aujourd'hui, on nous oppose une prorogation qui veut tout simplement dire qu'il n'y aura pas d'élection. Mais est-ce que ce n'est pas un début? Est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie, voir les choses différemment pour un retour à l'apaisement? Pour voir les choses différemment, il faut que les choses soient différentes. On a prorogé et on vous dit, Madame Dia, que c'est parce qu'on veut que les institutions fonctionnent normalement en novembre pendant qu'on discutera du budget. Vous voulez que moi je sente qu'on a compris le problème que j'ai soulevé? Vous voulez que... Au moins, il y a eu report. Si on... Non, écoutez, Monsieur Bimaï. Moi, je veux aussi dire quelque chose. Je vous en prie. Attendez qu'il termine, monsieur Bimaï. Vous aurez le temps de eu le temps tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, il a parlé, il reprend encore la parole. Monsieur Bimaï, vous aussi, vous avez eu un premier tour de table et il me semble que je viens juste après vous d'ailleurs. D'accord, parfait. Voilà, donc permettez que j'aille jusqu'au bout. Le problème qui se pose est celui-là. Pourquoi est-ce qu'il y a demande de prorogation? Pour rester prudent, parce que l'Assemblée n'a pas encore entériné, même si on sait que ce sera le cas, il s'agit d'une caisse de résonance. Pourquoi est-ce qu'il y a demande de prorogation? L'autorité qui demande la prorogation nous explique qu'elle veut que les institutions puissent fonctionner normalement au moment où on discutera du budget. Vous voulez que nous, de l'opposition, qui avons dit avant qu'il y ait de nouvelles élections dans ce pays, de grâce, réglons de manière consensuelle la question du code électoral. Vous voulez qu'on se mette à jubiler pour ça? Si vous tenez absolument à ce qu'on jubile pour ça, oui, c'est fait. Et la suite? Le débat, il est là. Vous n'allez pas me demander de me contenter de quelque chose qui ressemble encore une fois à de l'esbrouf. Rappelez-vous, on parle du dialogue. Rappelez-vous ce qui s'est passé avant le 13 mai. On a vu un ramdam. On a vu beaucoup de mouvements. On a vu tout un premier ministre d'un gouvernement illégitime
faire des démarches, aller ici et là, avoir des repas copieux, etc. Mais après le 13 mai, silence radio. Qui ne vous dit pas qu'après la prorogation, on n'aura pas un autre silence radio? D'ailleurs, quand je parle des silences, le camarade de M. Bimaï, je ne sais pas s'il est déjà son camarade, mais en tout cas, un journaliste de son bord a fait une thèse de doctorat au Cameroun pour nous expliquer ce que pouvait vouloir dire les silences présidentiels. Et M. Bimaï nous demande de croire qu'après le folklore qu'on a vu sur la question du dialogue, pour donner l'impression à l'ONU qu'il y aurait un dialogue, les silences auront des sens. D'accord, je vous remercie. Il faut attendre d'autres silences. Je vous remercie, Roland Dio. Monsieur Bimaï, vous allez revenir. Non, je voudrais Jacques Bimaï, permettez que les autres panélistes puissent s'exprimer sur la question. Cyril Sambaka, on le disait à l'entame de cette émission, vous faites partie de ces hommes politiques qui ont martelé, qui ne pouvaient pas avoir d'élection dans ce contexte. Et puis tout à l'heure, vous nous l'avez dit, après avoir entendu qu'il y aurait prorogation, vous avez poussé un ouf de soulagement. Mais maintenant, dites-nous, est-ce une occasion pour le président de la République de gérer ce problème, cette crise anglophone? Parce que de toutes les façons, avec la crise anglophone, il est quasiment impossible d'organiser les élections. Lors des présidentielles, on a vu des électeurs être transportés en hélicoptère. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que la crise a pris une ampleur qui est un tout petit peu plus inquiétante aujourd'hui. Alors, est-ce que le président de la République profite de cette période pour résoudre la crise, pour résoudre les différents problèmes du Cameroun? Ou alors vous pensez tout simplement, comme Roland Diou par exemple, qu'on est encore en train de vouloir tourner les Camerounais dans de la farine? Il ne faut surtout pas qu'on tourne les Camerounais dans la farine parce qu'on est arrivé à un point où ce n'est plus possible. Ce que je disais, si vous m'avez bien compris au départ, je vous disais que le problème dont nous souffrons au Cameroun, c'est le fait que ceux qui nous gouvernent se sont fragmentés. Moi, je dirais que nous avons un gouvernement en lambeaux. Parce que dans ce gouvernement, il y a plusieurs sons de cloche. Il y a des intérêts qui sont divergents. Il y a des gens à l'intérieur de ce parti qui ont envie de voir un Cameroun en paix. M. Bimaï en fait partie. Je crois qu'il est dans ce camp. Mais seulement, vous savez, ceux qui ne veulent pas la paix utilisent beaucoup de moyens pour qu'il n'y ait pas la paix. À telle enseigne que ceux qui souhaitent avoir la paix se retrouvent parfois en difficulté. Du moins, c'est l'analyse que je fais depuis un certain temps et j'observe. Et je dis, dans le contexte actuel, il est question de faire un Cameroun par nous tous. C'est-à-dire un Cameroun consensuel. Au moins qu'on ait, sur la base politique, sociale et autres, un consensus sur les élections et ainsi de suite. Donc un dialogue inclusif, mais qui normalement, pour que le Cameroun rattrape tout ce temps perdu, nous devons avoir aussi de l'autre côté des citoyens. Or, pour avoir des citoyens, nous avons besoin des communes qui sont fortes. La commune étant une institution qui est à la base et qui doit impulser le développement, nous avons besoin d'avoir dans les communes des citoyens debout. Des citoyens qui connaissent leurs droits, leurs devoirs, qui votent, qui contrôlent, qui sanctionnent. On monte à l'échelle supérieure pour tomber dans les régions ou dans les États, ça dépendra de comment on va les appeler, l'essentiel étant le contenu, l'autonomisation. Maintenant, au niveau du pouvoir central, on peut discuter. On peut discuter, parce que, à la réalité, la réunion tripartite avait fait de très bonnes choses, mais elle n'avait pas atteint les populations. Vous comprenez? De très bonnes choses se sont faites à Yaoundé, ça n'a pas atteint les populations. Aujourd'hui, il est question de penser comment est-ce que l'impulsion peut venir de la base. Et qu'au niveau de la base, que les gens se concertent, parce que c'est là-dedans qu'il y a le vivre ensemble, c'est là qu'il y a le développement local, c'est là qu'il y a le développement durable. Donc, le pouvoir central aujourd'hui, demain, ce sera un pouvoir décentralisé qui va permettre, avec le quota qui va aller aux régions, de pouvoir s'autogérer, de pouvoir se booster, de pouvoir se développer. Donc, si c'est pris comme ça, vous comprenez qu'il y aura des pesanteurs. Il y aura des pesanteurs parce que depuis 1996,
nous avons constaté que la décentralisation causait problème. Et pas plus loin, nous avons vu 2 lois qu'on a mises à l'Assemblée nationale qui renforçaient la déconcentration, qui créaient des conflits entre ce qu'ils veulent appeler région avec les services déconcentrés de l'État. Donc là, je dis noir sur blanc que le peuple allait être floué. Donc s'il y a un dialogue aujourd'hui, il faut rétablir les choses, il faut rétablir l'équilibre pour que ce qu'on annonce soit ce qui va être fait et qu'on partage sur une base consensuelle le développement de notre pays. Donc, pour moi, j'estime qu'il faut regarder les objectifs qu'on veut atteindre. Cette prorogation va nous permettre, je l'espère, d'entrer dans ce qu'on appelle les concertations, le dialogue inclusif, et puis projeter donc qu'au bout de cette affaire, il faut bien que les Camerounais se réconcilient, il faut que les Camerounais se pardonnent, et il faut que les Camerounais repartent sur un starting block. Parce que si ces objectifs ne sont pas les objectifs qu'on va atteindre, vous allez renverser le gouvernement. Le gouvernement ne va pas accepter qu'on l'a renversé. Ils vont aussi créer des problèmes et ça va aller crescendo. Donc, à un moment, on doit se dire, remettons les choses en plat. Les prisonniers ne sont pas là, sont là pour être libérés parce que ce sont des conséquences d'un certain déséquilibre qui amène les gens à ce niveau. Donc, il faut penser à la réconciliation, il faut penser au pardon, et il faut penser à ce nouveau Cameroun que nous voulons bâtir pour nos enfants, que nous voulons bâtir pour nos petits-enfants. Quelles peuvent être, selon vous, les conditions préalables du début de ce dialogue dont vous êtes en train de parler? Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'il y a des prisonniers qu'on considère comme étant des prisonniers politiques qui viennent à la fois des régions anglophones, à la fois des marches qui ont été organisées au sein de la nation. Est-ce qu'il faille d'abord les libérer tous avant de s'asseoir pour parler de dialogue? Quand on dit qu'on veut aboutir à un consensus, cela veut dire que toutes les parties sont présentes. Que ce soit ceux qui sont en prison, que ce soit ceux qui ne sont pas en prison, toutes les parties doivent être présentes pour débattre et arriver à un consensus. Ce qui est certain, c'est qu'un Camerounais digne de ce nom ne peut pas accepter de voir son pays à feu et à sang. Il faut qu'à un certain moment, que ce pays béni de Dieu puisse, n'est-ce pas, se développer. Nous avons tout. Toutes les intelligences, toutes les spécialités existent au Cameroun. D'ailleurs, on l'exporte. Les gens s'en vont ailleurs pour développer cela. La fuite des cerveaux. Il y a la fuite des cerveaux. On vient puiser au Cameroun. Donc, il est question que les Camerounais se disent, nous ne pouvons pas continuer avec la rancune. Nous devons maintenant voir pour nos enfants. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous, notre génération a échoué. Je dois vous le dire. Moi, j'ai commencé la politique, j'avais probablement l'âge de monsieur de maître. Vous comprenez? Avec le temps, j'ai appris un certain nombre de choses. Mais je dois dire que nous avons échoué parce qu'il n'y a pas eu une jeunesse après nous qui a poursuivi le combat parce que le combat était biaisé. Le combat n'était pas juste, le combat n'était pas serein. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec le temps, la jeunesse est revenue à la chose politique. Est-ce qu'on doit bafouer cela? C'est le souhait de tout État sérieux d'avoir une jeunesse active politique. Et elle doit être accompagnée, cette jeunesse-là, pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Absolument. Vous pensez que moi, si je fais encore la politique, c'est pour moi? Ça ne peut plus être pour moi. C'est pour la génération qui vient. Mais la génération qui vient, si elle peut profiter du peu que j'ai appris, comme moi j'ai profité de ceux qui m'ont tenu la main, quand j'entrais en politique, pour la première fois, c'était dans les années 90. Vous comprenez? Moi, j'ai eu des gens comme le professeur Kangué. J'ai eu des amis qui étaient dans la politique avant, comme les Yimge Moyo et autres, qui m'ont encadré. Les Molumekou, ce sont des gens avec qui j'étais tous les jours. Donc, ils savaient plus que moi. Et moi, je ne peux pas vous mentir, c'est comme ça que je suis entré en politique. D'accord. En sachant très bien que quand on entre en politique,
c'est pour le bien de tout le monde, ce n'est pas pour un problème égoïste. Monsieur Bimaï, vous impatientez, ne vous en faites pas. On va vous redonner la parole là-dessus, le temps de vous faire réagir. Philippe Cussu, il y a Cyril Sambaka qui parle de dialogue, qui parle également d'une certaine mesure de libération de tous ceux qui ont été incarcérés dans le cadre de ces revendications à la fois en zone anglophone et dans les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam. Mais sauf qu'au sein du RDPC, on est d'accord aujourd'hui pour dire que le gouvernement a tout cédé, mais que jusqu'ici, dans le camp d'en face, il n'y a rien. Oui, il faut pas qu'on se leurre. On ne peut pas engager un dialogue sans libérer les détenus. C'est impossible. Personne ne va s'asseoir. Il y aura un camp qui va s'asseoir. Ne serait-ce que le camp de MSC anglophone. Nous, au C4F, justement, nous disons que il faut d'abord que j'explique un peu, parce que souvent, par dialogue, on croit que c'est le fait de converser. Le dialogue, c'est d'abord l'ordre du jour. Il faut qu'on s'entende sur l'ordre du jour. Le deuxième élément, on s'entend sur le protagoniste. Ce n'est pas tout le monde qui va au dialogue. Le troisième élément, il faut qu'on s'entende sur... On n'a pas d'espace suffisamment grand pour ça au Cameroun de toutes les façons. Non, quand je dis le lieu, est-ce que c'est à Garoua, à Yaoundé, au Nigeria, en Afrique du Sud, en France? C'est très important. Le troisième élément, c'est le ou les médiateurs. Le quatrième élément, c'est qu'est-ce qu'on fait des résolutions du dialogue. On commence par ça. Si vous savez quoi tripartite, on dit oui, on va faire ça, on va faire cela, et au sorti, le monsieur qui a convoqué le dialogue, il n'a plus rien. Et le troisième élément, c'est la durée du dialogue. Il faut d'abord ça. Mais avant le dialogue, il y a deux préalables. Le premier préalable, c'est la libération des détenus. C'est inconditionnel, c'est absolutoire. Le deuxième élément, c'est la fin de la guerre. Je n'invente pas ce qu'on fait sciences politiques. Vous voyez, si vous observez, que ce soit en Yougoslavie, que ce soit partout dans le monde, on libère les détenus ou bien on échange des détenus et on arrête la guerre et on passe au dialogue. Sauf que là, on parle de la fin dans les deux camps. Si, écoutez, la guerre, où on la gagne, ou on négocie. Il n'y a pas trois options. On n'est pas en train de la gagner. On n'est pas en train de la gagner. On est en train de... Je ne dis pas qu'on est... On est en train de s'enliser. À terme, les forces de défense doivent se retourner contre ceux qui l'envoient là-bas. On ne peut pas être en train d'aller faire le truc et puis une bombe vous prend 14 personnes, etc. C'est quand même beaucoup de paix de côté des militaires. La guerre où on la gagne, comme les forces de l'OTAN, les forces alliées l'ont gagné, enfin, la Deuxième Guerre mondiale, on la gagne et on impose ces lois, ou on négocie. S'il n'y a pas de solution, on n'est pas en train de gagner la guerre. On n'est pas en train de gagner la guerre. Ça fait 3 ans que ça dure. 6 milliards par mois. Et Boko Haram est en train de prendre de force. Donc l'intelligence aurait voulu qu'on anticipe par un dialogue. Et le dialogue ne sera plus parce que ce que le monsieur le Premier ministre va faire là-bas, quand il rencontre le chef Angoifort, mais ce vice-président du RDPC, on ne dialogue pas avec soi-même. Il rencontre M. Foundi. C'est bien, mais M. Foundi n'est pas la seule composante du parti. Le dialogue ne se fera pas uniquement avec un camp. On parle bien de dialogue national inclusif. Il y aura les corporations, il y aura les étudiants, il y aura les syndicats, les partis politiques, la société civile, le gouvernement et peut-être même certains partenaires. Et même les pays voisins, c'est pas quelque chose de petit. Il y a eu un dialogue au Bénin, il y en a eu au Congo démocratique, il y en a eu au Mali, il y en a eu partout, on peut s'inspirer. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et le gouvernement durcit pourquoi en fait? Parce que quand le dialogue est fini, il faut appliquer les autres dialogues. J'ai fait un post tout à l'heure pour dire que on ne peut pas confier l'application des résolutions de dialogue à un parti. Il faudra faire un gouvernement de consensus qui est forcément une transition. Et avec un premier ministre de transition, ça met out tous les camps antagonistes du pouvoir. C'est pour ça qu'ils freinent des cartes fer. Donc, on ne peut pas faire l'économie, c'est-à-dire que c'est impensable. Pour faire dialogue, il faut libérer les détenus anglophones et les détenus MSC. C'est absolument. On ne demande pas, ça ne se négocie pas. D'accord. Ou on le fait, ou on reste en prison, on continue la guerre. Et vous avez parlé tout à l'heure, finalement, de soit on gagne la guerre, soit on négocie. Sauf que pour parler de négociation, il faudrait que dans chacune des parties, qu'on ait l'impression qu'on cède quelque chose. Qu'est-ce qui a été cédé jusqu'ici dans le camp d'en face? Celui qui est en face du gouvernement. Pourquoi vous voulez qu'ils cèdent? Ils sont agressés. Pourquoi vous voulez qu'ils cèdent? Les anglophones sont agressés. Pourquoi qu'ils cèdent quoi? Qu'ils restent, on vient les écraser? On ne leur a pas demandé quelque chose officiellement. On dit oui, le dialogue depuis 2 ans, on dit oui, dialogue. Mais il faut, leur président est en prison. Est-ce qu'on a... Écoutez, M. Mandela était en prison, négocier avec lui. Il ne faut pas qu'on nous raconte qu'il est passé en prison. M. Mandela a négocié la fin de l'apartheid étant en prison. Donc M. Ayoub Tabé, on peut bien négocier avec lui. Donc vous demandez que les opprimés cèdent comment? C'est pas possible. D'accord. Et puis,
Il suffit simplement, la main tendue, vous savez, on est dans un pays où on ne sait les jouer. Tout le monde sait que le Premier ministre ne représente rien. C'est le président qu'eux, ils ont élu, qui peut parler. Le Premier ministre ne représente rien. Il n'est même pas élu, dans son parti. Pourquoi il est chef du gouvernement? Mais il n'est même pas élu dans son parti. Il n'est pas élu de son parti. C'est un démocrate. Il n'a pas un poids politique pour dire on va dialoguer et qu'on croit, parce que c'est ça en fait. Vous savez, dans d'autres pays, quand je prends le pays comme nous connaissons le plus, qui est la France, quand le Premier ministre parle, on sait qu'il a, comment vous appelez ça, il a la majorité parlementaire avec lui. Il est élu, il est député maire. Chez nous, c'est quelqu'un qu'on a créé, comme eux-mêmes le disent, qu'on a créé. Non. Et voilà. Nous revenons à vous, Jacques Bimaï, pour... non, je vais d'abord dire quelque chose là. Hein, parce que vous savez, on ne peut pas faire du champ politique un champ de polémique. Vraiment, ou bien faire de l'embuscade tout le temps en politique. Mais vraiment, nous devons être humbles. Il faut aussi apprendre. La politique, c'est pas de nous parler de loi ou bien des règles tout le temps. C'est vous qui parlez de loi. Et tout à l'heure, là, vous avez encore terminé. Ils n'ont qu'à rester là-bas, en prison. La guerre doit continuer. Vous comprenez? Je n'ai pas dit non, je vous coupe. Non, je vous coupe. Une personne. Les journalistes qui parlent. Non, c'est vous qui parlez. Je pense que je n'ai pas mal compris. C'est ce que j'avais dit. Vous allez revenir. Vous allez revenir, Philippe Cussu. Bon, d'accord. Bon, parlez alors. Dites. Bon, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit ceci. Ou on libère les détenus, ou ça continue. Ou la guerre continue. J'ai dit ça continue, la situation. Non, bon, écoutez, écoutez, je ne fais pas le jeu vraiment de cette politique-là, c'est pas de la politique. Je viens de vous dire, partout ailleurs, il y a des sujets qui parfois deviennent une cause nationale. Aujourd'hui, pour tout homme politique, je dis bien pour tout homme politique, la paix est une cause nationale. Nous devons tous œuvrer pour la paix. Il y a un chef de l'État qui nous a tendu la main. Heureusement, il y a des politiques comme le Sambaka. Parce que quand je l'entends quand même parler, je me dis, voilà, vraiment, il y a quand même des politiques dans ce pays. Qu'est-ce que vous nous proposez, vous qui êtes en face? La question que moi je pose là maintenant, à la pièce de quête, qu'est-ce que... Bon, voilà. Maintenant, on a renvoyé les élections en février, vers le mois de février. Qu'est-ce que vous nous proposez pour que nous sortions de cette situation difficile pour que la paix revienne dans notre pays? On peut répondre, s'il vous plaît. Allez-y, Roland Dio. Merci. D'abord, c'est parce que nous, là, je prêche pour ma chapelle. Au MRC, nous avons la paix comme cause nationale, que nous avons choisi la résistance pacifique. Oui, monsieur Bimaï, c'est pour cette raison-là que nous choisissons de marcher pacifiquement. Mais quand vous dites qu'il faut céder, vous nous demandez de céder nos droits fondamentaux. Vous demandez aux Camerounais de renoncer à leur droit de manifester pour vous faire plaisir. Parce que si au moins c'était dans le cadre d'un dialogue précisément, et j'emprunte là à monsieur Cussu, si c'était dans le cadre d'un dialogue où on dit bon d'accord, on peut se mettre d'accord sur le fait que ok, comme la discussion est sur la table, alors faisons sursis de certaines actions politiques ou sociales. Par exemple, quand il y a des grèves à répétition dans certains pays, on négocie avec les grévistes. Mais quand on se met sur la table, d'ailleurs, j'emprunte l'exemple des négociations en Afrique du Sud. Il n'y avait pas dans les négociations de l'apartheid que l'ANC. Il y avait la centrale syndicale. D'ailleurs, la COSATU de Cyril Ramaphosa à l'époque, qui était dans les négociations. Il y avait des grèves incommensurables dans les mines. Vous dites aux Camerounais que nous devons nous entendre pour faire la paix. Et vous dites que les uns et les autres pleurnichent simplement parce qu'ils disent ce que vous ne voulez pas entendre. Non, nous ne pleurnichons pas, M. Bimaï. Non, vous savez, c'est moi qui avais la parole. Non, c'est pas moi. Je ne suis pas de l'opposition quand vous donnez des conseils. Je vous en prie, M. Bimaï. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Effectivement. C'est moi qui avais la parole. Vous l'avez donné, Madame Dia. Voilà. Maintenant, je réponds à ma parole. Je réponds à ma parole. Roland Diorou de revenir sur le point que M. Bimaï a dit, qui ne vous arrangeait pas. Donc maintenant, on vous retire la parole à vous, s'il vous plaît. Je réponds à ma... Voilà. Non, moi, ce que j'aurais souhaité, Kate, pourquoi l'opposition camerounaise ne peut pas se retrouver
pour préparer ce dialogue. Monsieur que Bimaï, propose le chef de l'État. je suis désolé. Je suis désolé, messieurs, mais je vais devoir vous interrompre. Messieurs, je vais devoir vous interrompre parce que justement, c'est l'heure des informations sur la télévision Equinox. On va accueillir Nadine Yambou de la rédaction centrale pour la présentation des grands titres des informations de ce soir. Bonsoir à vous, Nadine Yambou. Bonsoir, Fidiara, et bonsoir également à vos invités sur le plateau. Alors, ce soir, sur Equinox Télévision, nous parlerons Deuil national à la mémoire des 17 soldats tombés dans le Grand Nord. Parle également au cours de cette deuxième partie des violations des droits d'Ayouk Tabé dénoncées par ses avocats. Avec le même panel de tout à l'heure, Jacques Bimaï, nous sommes également accompagnés de Kussu Philippe et, pas des moindres, notre avocat du MRC, Roland Diou. Et donc, puisque vous êtes avocat, Roland Diou, on va donc commencer avec vous dans cette seconde partie. Et on parle donc de ce deuil national à l'honneur ou alors à la mémoire de ces soldats qui sont tombés donc dans le Grand Nord. C'est un deuil national qui intervient justement à un moment où on a comme l'impression qu'il y a une campagne de valorisation du soldat au sein de l'armée camerounaise. Souvenez-vous, il y a quelques semaines par là, le ministre de la Défense était descendu au chevet de ces soldats qui ont été blessés au cours de la guerre dans le sud-ouest, dans le nord-ouest. Comment comprendre cela? Est-ce qu'on est à un moment où on tend à montrer aux soldats qu'il a véritablement sa place au sein de la population camerounaise pour tous les sacrifices qu'il fait? Merci. Je pense que ma qualité d'avocat n'est pas nécessaire pour répondre à cette question. C'est une question qu'on pourrait poser aux citoyens lambda. De mon point de vue, et d'abord, je crois qu'il est important qu'on s'acquitte d'abord d'un devoir qui est celui de s'incliner sur la mémoire de ces soldats qui sont tombés sur le champ de bataille contre un ennemi extérieur, et cela est complètement révoltant. Je tire donc, je rends hommage à ces forces de l'ordre-là qui ont fait le sacrifice de leur vie pour nous défendre, pour défendre notre sécurité et notre intégrité territoriale. J'aimerais cependant indiquer que la vocation des forces de défense, précisément, c'est de protéger, au péril de leur vie, notre population, notre territoire. Et c'est pour ça que, tout en condamnant la violence que nous observons, par exemple, dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons toujours indiqué que il n'aurait jamais dû y avoir ce que nous appelons toujours cette guerre fratricide. L'armée n'aurait jamais dû être amenée à tirer sur ses propres populations, parce que sa vocation est de défendre cette population-là contre les ennemis extérieurs, à l'image de Boko Haram. Et donc, c'est peut-être aussi l'occasion pour nous d'indiquer ce que peut être véritablement, dans un contexte de tension, le rôle des différentes forces, parce qu'il existe des différentes forces avec des différentes techniques d'intervention. La police n'est pas la gendarmerie et la gendarmerie n'est pas l'armée. Et donc, toutes ces forces-là sont bien distinctes parce que chacune a un rôle tout à fait précis et les contextes aussi différents. Donc, effectivement, il est question que nous sachions à quoi doivent servir les forces de l'ordre. Est-ce qu'elles doivent servir, par exemple, je profite pour revenir sur la fin du débat qu'on a eu tout à l'heure, est-ce que les forces de l'ordre prêtent serment, renoncent à leur liberté pour nous empêcher d'avoir nos libertés, par exemple de manifester? Peut-être que c'est l'occasion de se poser cette question. Est-ce que les forces de l'ordre ont pour vocation de servir un régime, on va dire, à la limite de la tyrannie? Est-ce qu'il est toujours normal d'exécuter des ordres illégitimes, etc., etc. Autant de questions qui peuvent être posées. Mais sur la question du deuil national, il faut qu'on se mette d'accord pour reconnaître que cela vient à point nommé, que de s'arrêter un moment pour honorer la mémoire
de nos frères qui ont fait le sacrifice d'aller défendre notre pays, notre sécurité dans les forces et qui de sont défense. justement Et qui sont justement tombés à l'occasion de cette attaque-là dans l'extrême. Exactement. Je vous remercie pour cette première grille de lecture que vous posez dans cette deuxième partie, tout en précisant à nos téléspectateurs que Cyril Sambaka a dû s'en aller pour une urgence, en comprenant son absence dans cette deuxième partie. Jacques Bimaé, dites-nous, vous pensez également, vous, comme Roland Dieuou, qu'il s'agit d'honorer ces soldats, de leur redonner leur place, de susciter de l'amour désormais dans les cœurs de la population qui tend à s'éloigner d'eux, ou alors pour vous c'est une autre méthode aujourd'hui qui est mise en place par les stratèges du gouvernement pour tenter de redonner sa place aux soldats? Non, moi, ce que je peux dire, en politique, tout ne devait pas nous diviser. Je crois qu'il devait avoir des sujets sur lesquels tous les Camerounais devaient être ensemble. Nous avons perdu des soldats au nord du pays contre Boko Haram, qu'on soit de RDPC ou de MRC, un Camerounais de n'importe quel coin de ce pays. Je crois que nous devons rendre hommage à ces Camerounais qui se battent pour défendre l'intégrité territoriale. Il allait plus loin, je ne souhaiterais pas qu'on mélange tout. On regrette que, par exemple, du côté, dans les deux zones anglophones, dans la zone anglophone, dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, les Camerounais se tirent dessus, c'est dommage, mais comprenez bien qu'on se tire dessus parce qu'il y a certains qui se déclarent aussi non camerounais, qui ont pris des armes contre l'État de Cameroun. C'est bien dommage. Nous sommes allés assez loin et nous disons ici que jamais plus ça. C'est pour cela que je pense que sincèrement, ce qui se passe au nord est supportable. Mais pourtant, je crois que pour nous tous, ce qui se passe dans les deux régions anglophones, ce n'est pas du tout supportable. C'est vraiment dommage. Mais ça arrive parfois dans la vie d'une nation. Il faudrait qu'on se ressaisisse dans l'humilité, le respect mutuel et pour l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. Que nous parlions. On parle là et que aujourd'hui, mais pas qu'on me dit, vous savez, c'est vrai, les forces de premier, deuxième degré, la situation actuelle demande aussi les forces de troisième degré. Mais il faudrait à un moment que les armes se taisent. Je crois que le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Et nous devons aider le gouvernement pour trouver une solution, une issue à ces problèmes qui met tout le pays en danger. D'accord. On parle donc là de 17 forces de défense tombées face à Boko Haram, Philippe Ussu. Aujourd'hui, on décrète une journée de deuil national pour ces 17 soldats, alors qu'avant eux, il y en a qui sont tombés, et après, il y en aura forcément encore. Est-ce qu'on ne court pas le risque de s'acheminer vers une certaine frustration, déjà même au sein de l'armée, et qu'on se dise que certaines morts pèsent peut-être plus que d'autres, alors que tous ensemble, ils ont en mission de protéger la nation, ils tombent pour le même sacrifice. Oui, il faut reconnaître que c'est un peu folklorique parce que effectivement il y a eu plusieurs morts et depuis que le Cameroun est en but avec Boko Haram et dans le nord-ouest, le chef de l'État qui est chef des armées ne s'est jamais déplacé pour aller les encourager ou pour aller les saluer comme on voit partout dans le monde. C'est un premier hic. Le deuxième élément, ça peut paraître un détail. Faire une journée de deuil national le jour de la fête de la musique, ça me semble un peu anachronique. Je pense qu'on aurait pu décaler ça le samedi ou le dimanche ou le lundi qui suit ou le jeudi. Ça fait un peu désordre que d'un côté on danse et d'un côté on pleure. Ça montre à quel point le chef de l'État est en déphasage avec. Il ne sait pas qui est venu là. Il ne sait pas qu'il y a la fête internationale de la musique le 21. Et l'autre élément que je voudrais souligner, c'est que la mort, le deuil, c'est parfois l'occasion pour les vivants de réfléchir de comment on aurait pu éviter ces morts.
On aurait pu éviter ces mots en écoutant, notamment dans la zone anglophone. Lui dit que les anglophones ont pris les armes. Moi, je dis que le gouvernement pèse contre les anglophones parce qu'ils ont posé des revendications. Quand un enfant dit j'ai mal au pied, tu dis enlève ta chaussure, je regarde de quoi il s'agit. Tu me dis pas on marche. En cours de chemin, il va lâcher ta main et fait ce qu'il veut. On aurait pu éviter ces morts en dialoguant. L'extrême nord, c'est une zone tellement pauvre, tellement enclavée, tellement désordonnée que les gens ne peuvent que se livrer au désœuvrement. Donc pour moi, c'est l'occasion de réfléchir sur comment éviter les guerres à venir, sur comment de réfléchir sur la paix en fait. C'est de ça qu'il s'agit parce que on fait une journée de nationale, mais il y a beaucoup de familles de militaires qui sont pas prises en charge. Il y a des militaires on a vu des militaires qu'on prenait le pouce-pouce, des militaires qu'on transporte dans des conditions révoltantes. Pour moi, c'est l'occasion de réfléchir dessus au lieu de pleurnicher. Parce que là, en ce moment, c'est le gouvernement qui pleurniche. On ne peut pas, des gens qui nous défendent, qui défendent nos vies, transporter des blessés sur des pouce-pouce. Alors qu'il y a des hélicoptères qui transportent une personne pour la mener en Suisse. Non, il y a une réflexion qu'il faut mener. La mort, ce n'est pas pleurer. En tout cas, moi, je suis un chrétien. La mort ne pleure pas parce que c'est le chemin de tout le monde. On réfléchit. On se prépare, ceux qui sont vivants. Et moi, je pense qu'au niveau du ministère de la Défense, au niveau de ceux qui nous dirigent, on devait plutôt réfléchir comment arrêter cette hécatombe. D'accord. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une sorte de désamour profond, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, un désamour en maintenue population et ça va atteindre des proportions inimaginables. Aujourd'hui, par exemple, à Bamenda, nombreux sont les militaires qui ont dû retourner en caserne parce que dans la ville, plus personne ne veut les abriter, les loger, quoique il s'agisse d'un loyer. On vous loge dans une maison contre récompense. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer de corriger cela au sein de la population, Roland Diouf? En Afrique du Sud, il y avait l'apartheid. Et il était tout à fait naturel qu'à un moment donné, les populations noires qui se sentaient victimes de cet apartheid-là et les blancs en horreur. Ça s'est réglé par le dialogue. Et c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. Pour qu'on se parle, il faut qu'on accepte de reconnaître où est-ce qu'on a trébuché. Ce n'est que cette façon de faire qui peut ramener la sérénité dans les cœurs, la paix dans les cœurs. La paix, ce n'est pas le calme. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est une disposition du cœur à vouloir aller vers l'autre et à vouloir le bien-être de tous. C'est de ça qu'il est question. Pour précisément répondre directement à votre question, si on convoque un peu les prémices de ce qui est aujourd'hui la crise anglophone, parce que personne ne peut plus le nier aujourd'hui, alors qu'il y a 3 ans, il y en avait qui disaient qu'il n'y a aucun problème et qu'il n'y a aucune crise anglophone. Aujourd'hui, où on est tous d'accord qu'il y a effectivement cette crise-là, convoquons peut-être les prémices pour se poser la question de savoir si ce que vous avez indiqué tout à l'heure n'est pas qu'une conséquence. Vous avez des avocats. Je dois vous dire que moi, je suis de formation juridique d'inspiration romano-germanique et précisément issu du droit français. Quand j'ai côtoyé nos confrères common lawyers, c'est à ce moment-là que j'ai pu percevoir ce qu'est l'image de l'avocat dans la communauté camerounaise qu'on appelle anglophone vis-à-vis de la place de l'avocat dans la société. Quand vous avez donc des avocats qui sont là-bas considérés à un niveau indescriptible, incompréhensible même pour nous autres qui sommes francophones, qui posent des problèmes et qui se font taper dessus par les forces de l'ordre, vous ne pouvez pas empêcher que ce désamour-là se dissémine dans la population. Vous ne pouvez pas empêcher que les gens se mettent à se dire « ces gens-là ne nous protègent plus, ces gens-là nous attaquent ». Je ne dis pas ça pour justifier le recours à la force en face. J'explique simplement que, et là je ne parle même pas des ambazoniens ou des sécessionnistes, ou même du principe de la sécession, et vous le savez, en ce qui concerne la position du MRC, ce n'est pas à débattre. En tout cas, la sécession n'est pas à l'ordre du jour. Mais les populations, elles, qui ne sont pas sécessionnistes forcément, quand vous vous mettez à leur place, vous pouvez ressentir
de la hantise à l'idée de voir simplement les forces de l'ordre. Quand on a vécu par le passé une brutalité, quand on avait manifesté en tant qu'étudiant, quand on a manifesté en tant qu'enseignant, il est tout à fait naturel. Je dis bien naturel, je ne parle même pas de logique. Je parle de ce qu'on peut ressentir. C'est comme si vous avez un enfant à la maison, vous l'avez sauvagement bastonné pour avoir fait une ou deux choses. La prochaine fois, le souvenir de la correction que vous lui avez donnée va faire qu'il ait un certain comportement à votre égard. Et donc, cela peut expliquer que les gens soient réticents à s'ouvrir à ces forces de l'ordre-là. Donc, la solution, selon nous, c'est que finalement, qu'on en arrive à ce dialogue. Qu'on convoque pour une fois aussi les principes de la société traditionnelle africaine, l'arbre à palabre. Voyez-vous, quand il y a un problème dans un couple, on s'assoit en famille et on discute. D'accord. Et on en parle. Et à la fin, ceux qui se regardaient en chien de faïence, en général, partagent un repas copieux. C'est ça l'Afrique. Pourquoi? Et pas avant d'ailleurs. D'accord. Oui, Jacques Bimaï. Je reviens sur ce qu'il dit là. Vous allez revenir dessus, mais permettez que je vous lance, Jacques Bimaï. On parle ici, certes, de la population qui peut avoir développé de l'antipathie vis-à-vis des forces de défense, mais sauf qu'en retour, il y a des forces de défense qui sont traquées. Il y en a qui sont mutilées, il y en a qui ont été kidnappés. On l'a d'ailleurs vu dans la tournée du MINDEF. On a vu certains éléments de la défense, des forces de défense camerounaises affirmer qu'elles ont été kidnappées, battues, mutilées, mais qu'elles ont quand même réussi à se libérer. Et cela peut créer aujourd'hui une sorte de psychose au sein de ces forces de défense-là. Comment on fait pour les récupérer, eux? Comment on fait pour leur redonner l'envie de se battre pour cette même population, l'envie de vivre? Non, d'abord, les forces de l'ordre sont là pour protéger la population. Et c'est vrai, on constate quand même qu'il n'y a pas une grande complicité entre ces forces de l'ordre au sein de la société. Mais je dis bien ça, il faut le reconnaître, il y a un malaise social profond dans les deux régions. C'est un problème sociopolitique qui interpelle les politiques et qui interpelle les politiques dans un cadre de dialogue. C'est là où je voulais encore avancer, dans un cadre de dialogue organisé. Tu vois, tout à l'heure, il disait, quand il y a des problèmes dans une famille, on organise quand même l'arbre à palabre par le père de famille. Mais aujourd'hui, acceptez au moins qu'il y ait un père de famille. Ce que vous refutez aujourd'hui, vous n'acceptez même pas qu'il y ait la famille camerounaise. Non, c'est à lui qu'on demande le dialogue. Non, attendez. Vous n'acceptez même pas qu'il y ait la famille camerounaise. Bon, si vous l'acceptez... On peut faire le débat. Bon. Laissez qu'il termine. Voilà, si vous l'acceptez, bon, préparons sereinement ce dialogue. Moi, je suis convaincu que nous n'avons pas d'autre choix. Il faut ce dialogue. Aujourd'hui, vous voyez que nos populations sont apeurées. Elles ont peur de cela, de ceux qui les protègent. En tant que politique, on doit se poser des questions. Et je crois qu'il faut trouver une solution, rapidement une solution. Et cette solution, c'est à travers un dialogue franc et sincère, dans l'humilité, dans le respect mutuel. Moi, je pense que ce n'est que ça qui peut nous sauver. D'accord. Et maintenant, pour revenir à ces forces de défense-là, qui, quoi qu'on dise aujourd'hui, quand même, ont été victimes des populations qu'elles étaient supposées protéger, cela forcément va créer un ressentiment profond. Cela va donner l'envie de se défendre, de s'éloigner d'elles. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer par des suivis psychologiques aujourd'hui, à la fois au sein de la population et même au sein de l'armée, pour essayer de récupérer ce qui a été brisé? Non, moi je pense qu'on peut aller trop vite. Et ce n'est pas de la philosophie. Nous sommes sur le terrain politique. Je pense que les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Et aujourd'hui, les Camerounais, je dis, doivent se parler. Les enfants de ce pays, à l'intérieur de ce pays, à l'extérieur, les Camerounais de la diaspora. Je crois que nous devons nous parler parce que nous avons un seul pays que nous devons construire. Ce n'est pas pour faire des guerres entre nous. Non, c'est pour le bien-être de tout le monde. Et pour cela, il faut créer des richesses. Et je vous ai dit que le risque pays aujourd'hui ne permet plus à l'économie de se développer. Nous avons une vision
vraiment notre émergence à l'horizon 2035, nous sommes en danger là. D'accord. Donc moi je dis il faut faire quelque chose. C'est de la responsabilité de tous les Camerounais. Nous devons trouver une solution politique parce que l'heure est grave. On passe au deuxième sujet de ce débriefing. Il traite justement d'Ayoub Tabé avec la sortie de ses avocats qui dénoncent des violations de ses droits. Enlèvement, séquestration, refus de l'expédier au Nigeria et la non-utilisation notamment de la langue anglaise, sa langue de prédilection, lors du procès. Ça fait partie des éléments qui ont été relevés dans ce reportage qui nous venait de Yaoundé. Alors, Roland Diou, vous êtes des habitués de tribunaux et pour cela, vous êtes habitués également à fréquenter certaines officines de la police. Dites-nous, est-ce que vous avez tenté de comprendre comment et pourquoi des violences de cette ampleur peuvent être faites sur des détenus? C'est une question très très sensible et d'actualité. D'autant plus que, en tant que militant du MRC, ce descriptif nous parle un peu. Parce que voyez-vous, nos camarades aussi subissent, lors de leurs arrestations, des traitements qu'on appelle en droit des traitements cruels, inhumains et dégradants. Cela est interdit même par notre code de procédure pénale. Mais quand on se rend compte que les forces de l'ordre réussissent quand même à infliger à de simples manifestants des traitements cruels, inhumains et dégradants. Vous êtes une femme, Madame Dia. Si vous êtes privée de toilette seulement pendant 2-3 jours, c'est déjà un traitement cruel. Et quand je le dis, je m'excuse à l'attention des téléspectateurs parce que c'est une image qui peut choquer les femmes. Mais vous avez des gens qui sont interpellés pour avoir osé marcher, à qui on inflige pour première sanction, avant même qu'un juge n'ait statué sur leur cas, le fait de devoir passer des journées sans la petite toilette. C'est inhumain. À plus forte raison, quelqu'un qui se dit leader sécessionniste. Quand on a mis un certain nombre d'éléments ensemble, on a l'impression que le descriptif qui est fait est vraisemblable. Mais je ne vais pas m'avancer plus que ça parce que je n'ai pas les éléments du dossier. Je me contenterai de dénoncer, si cela est vrai, ce qu'on peut considérer comme les violations de la dignité humaine. Et toutes les fois que vous déniez à autrui sa dignité d'humain, c'est à votre propre dignité d'être humain que vous vous attaquez, avait dit Emmanuel Kant. Qu'est-ce qui peut provoquer ce type de comportement? Beaucoup de choses. La première chose, c'est la doctrine, entre guillemets, des forces de l'ordre. Est-ce que ce sont des forces de l'ordre de protection, de sécurité, de développement, ou alors ce sont ce qu'on pourrait appeler une milice à la solde d'un régime? Je pose des questions, je n'affirme pas. Mais je dis qu'on peut, à la lumière de ce qu'on observe, effectivement se poser la question de savoir quelle est l'instruction qui est finalement donnée. Est-ce que l'instruction, c'est faire son travail? Ou alors est-ce que l'instruction, c'est mater? À ce moment-là, certains comportements peuvent s'expliquer. Et je profite pour le dire, ça, je dois convoquer ma pratique en tant qu'avocat, effectivement, pour dire que ce qui est regrettable au Cameroun, c'est qu'aujourd'hui, ce type de comportement tend à se généraliser pour des affaires banales. Vous avez parfois un client qui vous dit qu'il a reçu une convocation dans une unité de police ou de gendarmerie pour des faits qui, quand vous regardez bien et quand vous avez fait un peu de droit, vous savez que c'est une affaire civile. Mais aujourd'hui, en tant qu'avocat, on est toujours un peu gêné quand on fait l'objet d'une convocation d'un de nos clients parce que le risque de passer en garde à vue est toujours là. Il est même plus que probable que parce que vous vous êtes déplacé vous-même, vous êtes allé répondre à une convocation, vous arrivez là-bas, vous risquez d'être gardé à vue. Et on vous explique que c'est un moyen de pression. On essaye de vous mettre la pression pour que vous, par exemple, régliez une dette civile au demeurant. Tout cela, désormais, s'installe dans même l'imaginaire collectif au point où, quand on vous confie parfois un dossier, on se dit, vous n'êtes pas un avocat efficace si vous ne réussissez pas à enfermer autrui, même si c'est quelques jours en cellule. C'est tout ça qui, de mon point de vue, doit faire l'objet de la refondation de notre pays. Quand on parle de renaissance, nous, MRC, c'est vraiment
dans un sens holistique, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec M. Bimaï. Le Cameroun est une cause supérieure, c'est une cause importante. L'avenir du Cameroun est véritablement pour au nous moins vous êtes d'accord sur quelque chose. Et il a dit lui-même, il a dit on n'est pas obligé d'être en opposition sur tout. On est d'accord sur ce fait-là. Le Cameroun est très grand. Moi, je suis Camerounais et extrêmement, je suis même chauvin à la limite de ma camerounité. Et c'est pour ça que je mène aussi le combat que nous menons avec nos camarades de MSC, avec la même fougue. Je peux comprendre que vous puissiez avoir la même détermination. Jacques Bimaï, aujourd'hui, on est d'accord pour dire que les prisons sont surpeuplées, et même jusque dans les commissariats où on est supposé garder à vue quelqu'un parce qu'il a enfreint ou alors parce qu'il est prêt à se diriger devant le tribunal, c'est surpeuplé là-bas aussi. Est-ce que cela n'a pas un tout petit peu un effet sur le comportement des personnes qui sont supposées encadrer ces détenus, ces incarcérés? Est-ce que cela n'est même pas aussi un peu à l'origine des situations de tension dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui dans les prisons? Parce que les gardes prisonniers sont en situation de stress permanent. Kate, il ne faut pas toujours remuer la plaie. Vous savez, je suis un homme politique. Quand un homme politique, on tient compte de l'environnement et du temps. L'heure grave. Tout le temps, je sais, tout n'est pas parfait au Cameroun. Nous devons améliorer beaucoup de choses. C'est pour cela que je reste là-dessus. L'heure aujourd'hui est au pardon. On ne peut pas pardonner et rester toujours sur le passé. Et regardons un peu l'avenir. C'est le présent, Jacques Bimaï. Donnons-nous la main. C'est même certainement l'avenir. Donnons-nous la main. Vraiment, je dis, l'heure est grave. Moi, je suis là maintenant pour le dialogue. La politique des embuscades. J'en ai marre, je suis fatigué. Qu'est-ce que nous devons faire pour sauver cette République? Notre pays est en danger. Nous ne pouvons pas continuer. Nos populations souffrent. Nos populations souffrent. Pendant que nous sommes ici, il y a des Camerounaises et des Camerounais qui souffrent. Surtout ceux-là qui viennent du sud-ouest, du nord-ouest. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est pour ça que je dis, donnons-nous la main. On vous permet également à vous, Philippe Cussu, de placer un mot parce qu'on s'en va vers la fin de ce programme. Oui, il dit qu'est-ce que nous devons faire? On doit arrêter la guerre. Et il y a une seule personne qui peut arrêter la guerre. Parlant du pardon, avant, vous savez, j'aime bien les catholiques dans leur confession de foi. Oui, je reconnais mes fautes. Avant qu'on te pardonne, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait confession. Il faut que les uns et les autres reconnaissent leurs fautes. Et pour le faire, il faut que ça soit dans un cadre. Je veux parler à Equinox sur ma page Facebook ou bien, c'est pas moi, Asia TV, dire que j'ai fait cela. Il faut qu'il y ait un cadre et qu'on te dise parce que tu gagnes. Parce que si quelqu'un commet des crimes et qu'on va le poursuivre après, ça va pas aider. On peut s'inspirer de la commission Vérité et Conciliation en Afrique du Sud où, quand tu avouais tes crimes, tu étais pardonné et absous de toute poursuite judiciaire. Donc il faut, à mon avis, arrêter la guerre, libérer les détenus pour aller vers le dialogue. Et il y a une seule personne qui peut le faire, c'est le chef de l'État. Et c'est avec ces mots qu'on va mettre... Dans le chef de l'État. C'est avec ces mots qu'on va mettre un terme à cette émission. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu présent. Merci. Je veux dire un bonsoir à tous les followers qui nous suivent. On a terminé le programme. Merci également à nos nombreux téléspectateurs, à nos followers également sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain à la même heure. Même rendez-vous sur Equinox Télévision.